un mot aussi pour revenir sur l'absence d'Hélène Frappa. Voilà, pour l'excuser aussi, un souci de santé empêche sa venue. Son livre s'appelle Le Dernier Fleuve. Voilà, dans ce livre, on y découvre des familles gorgones, des enfants poissons, des femmes sorcières, deux frères qui s'appellent Mo et Joe, qui marchent au cœur de la nature jusqu'à un fleuve générique. C'est peut-être le dernier fleuve. Ce fleuve unique est ambivalent, à la fois nourricier et tueur, mais c'est une ambivalence qu'on retrouve dans chacun de vos ouvrages. C'est aussi ce que vous décrivez, mais à la différence de vos ouvrages qui sont ancrés dans le réel, dans l'ouvrage d'Hélène Frappa, on ne sait absolument jamais où se situer, ni même si on est au début ou à la fin d'un monde, mais on est plus sûrement, je pense, dans une période post-apocalyptique. J'indiquais que vous étiez géographe et naturaliste. Au début du livre, on vous trouve hospitalisé dans une chambre avec vue sur le Rhône. Et c'est le point de départ d'une exploration du fleuve et de sa vallée qui va du glacier à la mer. À travers, voilà, c'est un récit qui mêle des souvenirs d'observation naturaliste, des balades à fleur d'eau, le plus souvent en canoë, mais aussi la voix d'écrivains et de poètes comme Stendhal, Clavel ou Bosco, qui ont raconté le Rhône. Donc, comment qualifier cette drôle de forme que vous avez sous-titrée Navigation buissonnière et exploration sensible, et quelle est la part du réel, de l'observation concrète et sensible et de l'imaginaire? Alors, la forme, elle s'est construite un peu elle-même, petit à petit. C'est-à-dire, j'avais jamais écrit de livre. J'écrivais beaucoup professionnellement, mais j'avais jamais écrit de livre, de vrais livres, pourrait-on dire. Et donc moi, il m'est arrivé quelque chose de très banal et de très exceptionnel pour moi. C'est-à-dire, j'ai eu des problèmes médicaux, j'ai été opéré, on m'a enlevé une tumeur et j'ai eu quelques mois de convalescence. Et ce temps qui était un peu offert m'a posé la question de qu'est-ce que je fais, quel sens je donne à cette période un peu particulière de ma vie. Et en fait, ça m'a permis de vivre un petit peu un rêve qui était de prendre le temps d'écrire. Et quelques jours avant cette fameuse opération, j'ai parlé dans un colloque de naturaliste, de géographe, je parlais du Rhône, et je me suis dit, tiens, ce que je vais faire pendant mon arrêt maladie, je vais écrire la conférence. Et puis, j'avais pas du tout l'idée d'écrire un livre. Donc, c'était posé sur le papier une conférence. Et puis, petit à petit, c'est devenu autre chose. Et quelque part, c'est ça répond à votre question sur la forme. C'est-à-dire, c'était pas quelque chose de construit de la première à la dernière page. C'est des petites touches. C'est-à-dire, j'avais quelques textes que j'avais déjà en stock. Et puis, j'en avais d'autres qui étaient des éléments de la conférence. Et comme ça, c'est une série de petits textes, de récits, et le livre est fait comme ça. En général, c'est des récits à la première personne où je raconte une balade, souvent en kayak ou en canoë, parfois à pied, parfois à la nage, etc. Et des réflexions. Et c'est ces petits récits que j'ai quelque part imbriqués pour que ça devienne qui est, à mon avis, j'espère, une cohérence, et que ça décrive un fleuve. Donc c'est une compilation de récits qui construisent un ensemble. Et du coup, il y a une somme d'informations assez incroyable. Moi, j'ai appris énormément de choses sur le Rhône. On y reviendra. Emmanuel Ruben, même question sur la forme de votre ouvrage. Donc, sur la route du Danube, vous racontez la traversée de l'Europe à vélo que vous avez entrepris avec un ami, Vlad, à l'été 2016. En 48 jours, vous avez remonté le Danube sur 4000 km depuis le delta, donc du côté de l'Ukraine, comme je l'indiquais, jusqu'aux sources. Alors, je ne sais pas si c'est en Allemagne ou en France. En Allemagne. En Allemagne, oui, parce que vous dites qu'à 40 km près, ça aurait pu être en France. Bon. Et votre livre prend diverses dimensions. Alors, une dimension sportive, parce que franchement, vous en bavez en vélo quand même. Il y a des passages où notamment en pleine canicule, c'est très difficile. Mais aussi une dimension historique, géopolitique. Vous-même, vous qualifiez ce livre de récit d'arpentage ou d'odyssée. Moi, je pourrais le qualifier aussi de livre-fleuve, ce qui fait quand même 600 pages. Donc, comment raconter en fait ce projet, ce que vous avez voulu faire, parce que je sais que vous n'êtes pas forcément parti avec cette idée initialement. En tout cas, avec cette forme, vous n'aviez pas forcément cette forme en tête. Oui, non, c'est vrai que c'était pas la forme au départ. Je voulais écrire en fait un roman. Et
et j'avais commencé une sorte de roman. Je voulais écrire un roman européen qui soit une traversée de l'Europe à vélo. Et à l'époque, je vivais à Paris. Et donc j'avais commencé à écrire. Alors on était quand même déjà sur l'eau parce que j'écrivais pas mal sur des péniches à Paris, sur le canal de l'Ourcq, le bassin de la Villette. Et je voulais aller de Paris. Enfin, je voulais écrire un roman qui aille de Paris à Kiev. À vélo, mais sans faire le voyage. Et puis bon, quelques années, j'ai abandonné en fait ce texte, et quelques années plus tard, je me suis retrouvé à vivre en Serbie, sur les bords du Danube, dans une ville qui s'appelle Novi Sad, qui est la deuxième ville de Serbie, au nord de Belgrade. Et à force de passer du temps au bord du Danube, donc je faisais beaucoup de choses au bord du Danube. Je faisais mon footing au bord du Danube, je faisais du vélo au bord du Danube. Il y a des restaurants, des cafés au bord du Danube, on danse au bord du Danube, on boit beaucoup aussi au bord du Danube. Et j'écrivais aussi sur le Danube, sur une péniche. J'ai fini par me dire que ça allait être le Danube qui allait me servir de fil bleu. Le livre de Jean-Louis est écrit à l'encre bleue, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça assez original de se permettre. C'est vrai que tous les livres sont toujours écrits à l'encre noire, et là c'était donc tirer ce fil bleu. Et puis comme je connaissais bien aussi l'Ukraine, et que je voulais aussi que le livre parte d'Ukraine, parce que le Danube il se jette dans la mer Noire à la frontière de l'Ukraine et de la Roumanie. Le delta est partagé entre les deux pays. Je suis parti en fait à Odessa, et j'ai fait une remontée du Danube à vélo d'Odessa jusqu'à Strasbourg, en faisant une pause entre les deux à Novi Sad, qui était cette ville où je vivais, une pause d'une quarantaine de jours, comme je le raconte dans le livre. Et voilà. Et à la suite de ça, j'ai écrit le livre, qui n'est pas un roman, même s'il y a quand même des choses qui sont un peu imaginaires. Tout est vrai dans les choses, on va dire. Les jours sont les vrais jours. Le nombre de kilomètres, c'est le bon nombre de kilomètres. Les personnes qu'on a rencontrées, généralement, sont vraiment les personnes qu'on a rencontrées, sauf que le personnage de Vlad est un peu imaginaire. Alors, Eddie Harris, même question aussi pour vous. Dans Mississippi Solo, vous décrivez aussi une aventure, même un exploit, qui est de descendre en canoë le Mississippi sur 4000 km, alors que vous ne saviez pas nager d'ailleurs, je crois. Non, je savais nager. Ah, vous savez, d'accord. Ça me rassure, parce que, voilà, mais vous n'aviez jamais vraiment fait de canoë. Voilà, c'est ça. Ok. Donc c'est quand même un exploit. Donc vous l'avez descendu depuis sa source au lac Itasca dans le Minnesota jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Donc c'est un voyage initiatique, car c'était aussi une façon d'éprouver la force d'âme, le caractère, la confiance en soi du jeune homme que vous étiez alors, qui avait 30 ans. C'était en 1980, et qui se cherchait... C'était l'année dernière. C'est un jeune homme qui se cherchait après avoir été poussé à faire des études à la prestigieuse Stanford University. C'est aussi une façon, j'aime bien cette expression, de sonder le cœur de l'Amérique. Voilà, donc, parce qu'on y croise vraiment. Alors là, on est vraiment dans des états d'Amérique profonde. Mais j'ai bien sûr envie de vous questionner sur votre lien ou pas. Enfin, est-ce que vous sentez vous inscrire aussi dans la tradition américaine de l'écrivain voyageur? Il y en a eu des illustres. Kerouac, Steinbeck, Bowles. Harris. Voilà, mais j'y viens. Et je vais finir quand même par Mark Twain, parce que vous faites étape lors de votre périple à Hannibal, dans le Missouri, qui est la ville natale de Mark Twain, et je crois celle où est située la cabane de Tom Sawyer. Non, peut-être que, il me semble. Oui. Et donc dans cette lignée, on arrive à Eddie Harris. Bon, j'ai promis de ne pas répondre avec des monosyllabes. Donc il faut que je élabore un peu
mes réponses. Mais la première chose, il faut dire que je ne suis pas français. Qui veut dire que cette notion de la forme de mon livre, j'ai jamais pensé à la forme. C'était juste une histoire. Je voulais raconter ce que je faisais, tout simplement. Mais en parlant de la, si on peut parler de la forme de Mississippi Solo, la seule chose que je voulais faire, en fait, c'était d'écrire quelque chose lisible. Je voulais être lu. Et la raison de faire le voyage venait de 7 ans d'échecs. Je voulais être un romancier et tous les romans que j'ai écrits n'étaient pas publiés, rien du tout dans ma vie qui disait que j'étais un écrivain, sauf dans ma tête. Donc j'ai décidé de faire ce voyage, pas avec l'idée de faire un livre, mais seulement pour faire le voyage pour me tester, de confirmer que j'étais capable de faire quelque chose de grandiose. À mi-chemin de ce voyage, j'ai décidé de faire le livre. Le livre a été écrit à la fin du voyage et boum, ça m'a confirmé en tant qu'écrivain. La forme, c'est juste une histoire qui est extrêmement lisible et très bien. Et